Dans ce magnifique restaurant turc appelé la Voie Lactée, j'aimerais partager une petite anecdote avec vous concernant le nom de ce restaurant. Parce que nous étions quand même un certain nombre à nous demander pourquoi la Voie Lactée, quel est le rapport avec ce restaurant turc. Alors moi je pensais que c'était une allusion à Buñuel et à son magnifique film sur le chemin de Compostelle. Un autre client du restaurant qui nous entendait discuter disait « Ah non, il y a un film turc qui avait été primé autrefois et qui s'appelle La Voie Lactée ». Anne Duprat, elle, forte de son savoir philologique, pensait à un rapport à Galatasaray, évidemment, le lait, etc. Ah, c'est nervalien, ça. Les bonnes, le lait. La question, donc, du coup, au patron qui nous regarde avec un air un peu de compassion, je crois, et qui nous dit au début, quand on a ouvert le restaurant, on proposait beaucoup de produits laitiers, en fait. Donc, voilà. Alors, du coup, ça pourrait nous servir de garde-fou méthodologique et d'invitation à garder un peu les pieds sur terre. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons entendre Sébastien Douchet, qui est depuis peu professeur de littérature française du Moyen-Âge à l'université Clermont-Auvergne. Et Sébastien est vous le savez sans doute, c'est un spécialiste de la réception de la littérature médiévale à l'époque moderne. Il a publié en 2022 chez Champion une étude intitulée « Une réception du Moyen-Âge au XVIIe siècle, lecture et usage des textes médiévaux par les Gallo de Chasteuil, 1575-1719 ». Et il travaille actuellement sur la réception savante et créative des textes médiévaux sous la Régence. Et vous le voyez, le titre de sa communication d'aujourd'hui, Les ailleurs d'un homme en fuite, voyage et livre d'Hubert Gallo de Chasteuil, avec un petit changement de date par rapport à votre programme, sur lequel figuraient les dates de naissance et de mort de Gallo de Chasteuil. Et ici, c'est l'ordre chronologique couvert par la présentation. Je vais proposer 1659 et 1605. Sébastien, je te donne la parole avec grand plaisir. Merci Frédéric, merci Sylvie, merci Sargar pour votre invitation. J'espère que je serai à la hauteur de l'honneur que vous me faites de parler ici. Alors les voyages dont je vais vous parler aujourd'hui sont inédits. Ils n'ont donné lieu à aucun récit, ils n'ont été racontés par personne. Je sais néanmoins qu'ils existent grâce à de très brèves notes qui n'ont quasiment jamais été lues, peut-être à part par moi et quelques personnes égarées du côté de Carpentras. Les raisons du caractère inédit de ce voyage tiennent aux circonstances de la vie de l'homme dont je vais vous parler, Hubert Gallo de Chasteuil, et je vous parlerai également un petit peu de son frère cadet, Pierre, dont vous verrez que son destin est lié à celui de son aîné. Hubert Gallo de Chasteuil, donc, qui est né en 1624 et mort en 1679, appartient à une famille illustre de la noblesse provençale. Il a été avocat général du Parlement de Provence, c'est-à-dire qu'il était représentant et avocat du roi dans les affaires juridiques que traitait le Parlement. Il parlait donc au nom de Louis XIV. Et donc, à première vue, Hubert Gallo de Chasteuil est un homme sans histoire, enfin pas trop. Avocat donc général au Parlement de Provence, il a le profil d'un parlementaire, frondeur au temps de la Fronde, revenu dans le rang comme bien d'autres, bel esprit, honnête homme. En tout cas, c'est la façon dont il est dépeint en 1725 par la notice biographique que lui consacre le supplément au dictionnaire de Moréry. J'ai déjà résumé, mais voilà, le seul voyage qu'on lui connaît, c'est un séjour qu'il a fait à Paris, où il a rencontré de beaux esprits et des savants. Pourtant, la vision assez vague et statique que donne le supplément de Moréry d'Hubert Gallo ne cadre pas très bien avec ce que nous savons de sa famille, qui a été prompte à quitter Aix et à voyager en France ou en Méditerranée. Son oncle François est parti au Moyen-Orient, au Mont-Liban, pour mener une vie d'ermite savant où il a acquis la réputation d'un saint laïc. Il était d'ailleurs un des correspondants de Peresque. L'un des frères d'Hubert, François, décrit comme un aventurier par de nombreuses notices prosopographiques, a en effet bourlingué comme pirate en Méditerranée. Il a d'ailleurs été fait prisonnier, vendu comme esclave à Alger. Et il a même été ensuite précepteur du fils du duc de Savoie, lequel duc il a probablement empoisonné parce qu'il a aussi trempé dans l'affaire des poisons. Son autre frère Pierre, quant à lui, est allé faire la guerre aux Ottomans en Candie, c'est-à-dire en Crète. Alors,
Pourquoi pas, après tout, Hubert pouvait être, lui, tranquillement assis dans sa bibliothèque aixoise. Sauf qu'en 1846, Ambroise Roux-Alferrand, historien des familles aixoises, rend compte d'une réalité peut-être un tout petit peu moins reluisante. Je lis ce qui est indiqué en jaune. Donc il se déclara dans cette dernière charge d'avocat général contre le cardinal Mazarin, ça nous le savons déjà, et prit une part très active à la sédition arrivée dans Aix le 14 février 1659 contre le premier président Henri de Forbin-Doppel. Un arrêt du Parlement du 27 mars 1659 condamna les deux frères de l'avocat général, François et Pierre Gallo, à perdre la tête, et un jugement bannit à perpétuité hors du royaume l'avocat général de Chasteuil. Et on apprend que les trois frères ont pris la fuite. Alors, quand on regarde un petit peu les archives, en fait, ils ont été tous les trois condamnés à mort et tous les trois bannis, et ils ont effectivement tous les trois pris la fuite. Alors, que s'est-il passé ce 14 février 1659 ? Hubert Gallo a été... pardon, je vais reprendre les choses autrement. Le 14 février 1659, la société... La société aristocratique d'Aix, qui a été clivée par l'affront dans deux camps absolument irréconciliables, ce jour-là, eh bien, un des fils d'une des familles tente d'assassiner l'autre, et tout à coup, c'est trop. Il y a une révolte urbaine, et les tenants du camp de Hubert Gallo vont au Parlement de Provence et décident d'aller faire la peau du baron Forbin-Doppel, du président qui lui appartenait à l'autre camp. De fait, Hubert Gallo a été accusé par le baron Doppel, d'être président du Parlement, de vouloir l'assassiner lors de cette journée. Ce crime de trahison contre le plus haut représentant de la justice du roi en Provence équivaut à un acte de lèse-majesté, et c'est la raison pour laquelle Hubert Gallo a été condamné à mort. Il a perdu sa charge d'avocat général, il est donc déshonoré et ruiné, et sa peine est ensuite commuée, comme le dit Roux-Alferrand, en bannissement à perpétuité hors du royaume. Or, tout porte à croire que le rapport du baron Doppel au roi est un faux témoignage et que Doppel a saisi l'occasion pour décapiter l'opposition qui était au Parlement de Provence. Plutôt que de se rendre, donc, les frères Gallo prennent la fuite et pendant près de 14 années, Hubert Gallo n'aura de cesse de vouloir prouver son innocence, de laver le nom de sa famille dont il est l'aîné, et de retrouver sa charge d'avocat général. Et pour cela, il a fait donc le choix de fuir plutôt que de se rendre. Dans un premier temps, on sait qu'il fuit à Marseille, Marseille qui jouissait d'un privilège d'extraterritorialité juridique et où il était protégé. Hubert Gallo, sujet et officier du roi de France, provençal, bilingue, qui affichait jusqu'en 1659 toutes les marques de la francité, de loyauté au pouvoir royal, toutes les marques d'intégration à la bonne société, est désormais recherché par la police de Colbert. Et comme la police de Colbert, les historiens et les archivistes ont perdu sa trace à Marseille. En tout cas, en l'espace de quelques jours et de quelques semaines, Hubert Gallo de Chasteuil fait l'expérience de la très grande violence politique d'une décision venue du monarque qui l'oblige à s'exiler pour ne pas être banni. Cette violence l'éloigne soudainement de sa famille et de sa patrie, car c'est ainsi qu'il nomme la Provence. Et cette violence le dépossède de ses biens comme de son honneur. En d'autres termes, il se voit dénier la quasi-totalité du trait constitutif de son identité d'aristocrate franco-provençal au service du souverain. Lorsqu'Hubert prend la fuite, il ne sait pas qu'il entreprend un long voyage qui va durer presque 14 ans, voyage qu'il effectuera depuis un double ailleurs. Depuis cet ailleurs géographique qu'est la Provence, et qui, bien que rattachée à la couronne depuis 1471, possède encore une identité culturelle très ancrée dans la société et dont la langue provençale est le principal marqueur. Dans cette province, qui est l'une des plus éloignées de Paris, on parle surtout le provençal et le bilinguisme est loin d'y être la règle. Vue depuis Paris, la Provence est donc un ailleurs de l'intérieur. La justice royale ne fait pas que le bannir du royaume de France et donc de la Provence. De facto, le bannissement exclut Hubert du territoire de l'honneur, le jour où est prononcé son bannissement le 26 mai 1659. Ce jour-là, Hubert pénètre dans des limbes dont il ne ressortira que 14 ans après, largement transformé.
C'est, me semble-t-il, depuis cet ailleurs double, si vous me permettez cette licence, l'ailleurs provençal et l'ailleurs du déshonneur, qu'il voyage. Alors, m'intéressant à ce personnage, à sa culture et aux livres qu'il possédait, j'ai retrouvé à Carpentras le catalogue manuscrit de sa bibliothèque, de la bibliothèque familiale, dont je vous montre ici une page. Catalogue qu'il a dressé lui-même, catalogue autographe, et qui s'ouvre sur ce bref texte, qui est lui aussi écrit de sa main. Je vais lire simplement le passage en jaune. Mais dans le dernier malheur qui m'a accueilli, il s'en est perdu 200 volumes à mon retour en la province. Je les ai revus et en ai dressé le présent inventaire où j'ai inséré plus de 400 volumes que j'ai apportés de mes voyages et qui sont marqués de ces mots Adversante Fortuna. L'ex libris Adversante Fortuna, qu'Hubert Gallo a apposé sur les centaines de livres qu'il a acquis au cours de ses 14 années d'exil hors de Provence, fournit l'indication claire que les livres et la lecture lui ont permis de lutter contre l'infortune, c'est le sens de l'ex libris, et de tenir bon dans les malheurs qu'il a traversés. La bibliothèque d'Hubert Gallo a été dispersée en 1705, mais cet ex libris m'a permis de retrouver des exemplaires de ses livres d'exil à Carpentras, à Béziers, à Lyon, à Paris, à Dole, à Londres, à Manchester. Or, ces exemplaires se sont avérés contenir pour certains non pas un récit, mais des traces dispersées, parfois intimes, de ses voyages. J'ai ainsi retrouvé ce petit livre de notes à tranches dorées et ciselées dans lequel Hubert Gallo et son frère Pierre ont abrégé et recomposé le vrai théâtre d'honneur et de chevalerie de Marc Vulson de la Colombière, paru en 1648, ouvrage sur les mœurs et les rituels de la chevalerie médiévale. Et comme vous allez le constater, les frères Gallo se sont intéressés de près au Moyen-Âge. Mais pour le moment, ce n'est pas ce qui m'importe. Si l'on retourne le livre et qu'on l'ouvre depuis son recto, on trouve de la main d'Hubert un mémoire de la dépense que j'ai faite dans cette ville de Besançon. C'est un petit livre de contes, grâce auquel on apprend qu'Hubert, accompagné de ses frères, s'est enfui à Besançon, où il a fait des séjours plus ou moins longs, entre mars 1660 et janvier 1668. Hubert a donc trouvé refuge sur les terres d'empire de la Franche-Comté espagnole. Besançon a été pour lui un asile politique et une base arrière d'où il a effectué des voyages à Paris et à Aix dans la plus grande des clandestinités. Voici, quand il a des dettes et quand il a apuré ses dettes, il part. On apprend donc qu'Hubert loge chez Maître Gérard, aubergiste au chapeau rouge à Besançon. Ses principales dépenses témoignent d'une vie frugale. Il a des frais de repas, de blanchisserie et de tabac. On sait qu'il a un serviteur, il parle de son homme, et il a acheté des livres imprimés et manuscrits anciens auprès du libraire Couché, qu'il cite d'ailleurs dans d'autres de ses manuscrits. Un réseau d'amis lui fait parvenir de l'argent de Provence, de Paris. Il se fait prêter de l'argent localement et il doit aussi plusieurs dizaines de pistoles, nous dit-il, à un certain Méret, dont on peut émettre l'hypothèse qu'il s'agit de Jean Méret ou bien d'un membre de sa famille. Or, Jean Méret, qui s'est illustré par sa violente critique du Cid de Corneille lors de la fameuse querelle, est né à Besançon, a été banni de Paris par Mazarin en 1653. Et on peut supposer que Gallo et Méret ont développé une solidarité fondée sur leur mauvaise fortune et l'arbitraire du pouvoir royal français. L'ailleurs du déshonneur a donc pu être un territoire commun pour les exilés réfugiés dans le Jura des Habsbourg. D'ailleurs, ce carnet de comptes indique que Marc-Antoine, un autre frère d'Hubert, a effectué un voyage à Maastricht, c'est la dernière ligne, c'est-à-dire dans les Provinces-Unies qui avaient une tradition d'accueil de toutes sortes d'opposants et d'opprimés français, protestants, frondeurs, libre-penseurs. Toutefois, Hubert Gallo a fini par être expulsé de Besançon, comme tous ses compatriotes, lorsque le duc de Condé a mené le siège de Besançon le 8 février 1668. Hubert se voit donc contraint de rentrer à Aix, puis se rend à Paris dans l'espoir d'une grâce, mais il est arrêté, embastillé, et conformément à la sentence de 1660, il est relégué à Reims, où il passe 2 années, entre 1670 et 1672, avant d'être élargi, rétabli dans son honneur, mais pas dans sa charge d'avocat qu'il ne retrouvera jamais. Alors, la relégation rémoise a été, semble-t-il, pour lui le moment d'une exaspération de son sentiment d'injustice et d'une forme de rancœur contre le roi. C'est ce que nous enseigne l'examen de 2 recueils qu'il a fabriqués durant ses années de prison parisienne et de relégation champenoise.
on voit poindre dans 2 de ses livres une forme d'expression indirecte de son sentiment d'injustice. Durant sa relégation, Hubert Gallo s'est employé à fabriquer des recueils composites à partir d'authentiques manuscrits médiévaux qu'il a reliés et parfois même collés les uns avec les autres, avec des copies de manuscrits de sa main et toutes sortes de commentaires et de péritextes. Il crée des livres à partir de manuscrits médiévaux, de copies à lui de manuscrits médiévaux, et dedans, il met des préfaces, des tables de matière, des notes. Voici par exemple la préface de l'ouvrage dont je vous parle, c'est le manuscrit 405 de Carpentras. Et donc, vous voyez ici une petite note, c'est une copie de la traduction par Jean Demain de la Consolation de philosophie, fin des vers de Jean Demain, lesquels divers ont été pris de l'ancien manuscrit du dit auteur et conservés en la bibliothèque de l'église Notre-Dame de Reims. Et d'ailleurs, quand on compare les textes, le Boès, qui est encore conservé à la bibliothèque municipale de Reims, est celui qui l'a écrit. Alors, dans ce recueil qui est très complexe, il y a principalement 2 textes. La copie, donc, comme je vous le disais, de la traduction en ancien français de la Consolation de philosophie de Boès par Jean Demain, et une chanson de geste du XIIIe siècle, Beuve de Anton, dont le manuscrit complet se trouve là. Et voilà le confort de philosophie de Boès qu'il a copié de sa main. L'unité de ce recueil est une unité thématique dans les 2 cas, dans le cas des 2 textes, tantôt de façon romanesque et de l'autre de façon philosophique. Il est question du malheur des 2 victimes de l'arbitraire du souverain. Tiens donc. Et dont l'un se console par l'amour et l'autre grâce à philosophie. Cet objet livresque formule de façon indirecte mais claire le sentiment d'injustice et signale que Reims a peut-être été le lieu d'un changement de perspective et de point de vue sur la justice du souverain. Il souligne peut-être aussi la nécessité de savoir renoncer à ce que la justice advienne et à apprendre à se consoler de son sang. Durant ces 2 années de relégation, Hubert Gallo, et même un petit peu avant, Hubert Gallo a confectionné ce recueil. Donc vous voyez qu'il est en assez mauvais état, il a été beaucoup manipulé. Sur le parchemin qui sert de couverture et qui recouvre les contreplats, on lit, alors, je suis désolé, voilà, des choses, pardon, c'est les contreplats, je reviendrai à la couverture. Donc sur les contreplats, donc l'intérieur de la couverture, on lit des mots qui sont autant de fragments autobiographiques de ce voyage douloureux accompli par Hubert. Je suis parti de cette ville d'Aix aujourd'hui, 4e mai 1668. Aujourd'hui, 18 mai 1668, je suis arrivé à Paris. Le 14 octobre 1669, arrêté à la Bastille. C'est un livre de l'intime que nous avons là, écrit d'une voix blanche, dans un style, une voix qui contient l'émotion face à la violence de l'emprisonnement. Et pour contrer cette violence, le volume propose en son sein, en son cœur, est copié, et c'est donc le centre du livre qui est là, copié par Hubert Gallo, un répertoire alphabétique des troubadours provençaux, inspiré de Jean de Notre-Dame, mais seulement inspiré. Il raconte les vies des troubadours de Provence et cite des extraits de leurs œuvres. Dans ce répertoire, Hubert ressuscite un ailleurs provençal et personnel sous une forme poétique. Si l'on regarde la liste des troubadours, on voit que le cercle familial d'Hubert Gallo est reconstitué, avec Elzia de Cadenet et Bertrand d'Alamanon, troubadour. La grand-mère maternelle d'Hubert était Françoise de Cadenet de Lamanon et son grand-oncle Marc-Antoine de Cadenet de Lamanon. Et se met tout à coup en place, par un système de miroir, une représentation et une évocation de cet ailleurs perdu au sein de ce livre. Les familles de parlementaires provençaux contemporains sont aussi là. Face au nom du troubadour Élion de Glandevès, on peut mettre celui de Jean-François de Glandevès de Rousset, qui fut conseiller au Parlement en 1637. Lucas de Grimaud, le troubadour, fait écho aux Grimaldi, qui comptèrent dans leur rang familier de nombreux parlementaires, parmi lesquels Charles de Grimaldi-Rébus, président à Mortier du Parlement en 1643. Guillaume Durand, le troubadour, évoquera
l'ancienne famille de Durand de cette ville d'Aix. Les grandes familles de la noblesse provençale constituent le troisième siècle de cet ailleurs reconstitué dans le livre. Guillaume Adhémar, qui est le descendant du gouverneur de Provence, également époux de Madame de Grignan, fille de Madame de Sévigné, et Laure de Sade, avec les Sades, qui évoque les Sades de Mazan, donc un célèbre et divin représentant, visita lui aussi au siècle suivant les cachots de la Bastille. D'autres troubadours, enfin, reconstituent par leur patronyme le paysage et la géographie provençale, avec du nord au sud et d'est en ouest, Albertet de Sisteron, Boniface de Castellane, Pierre-Guy et Èble d'Uzès, Béral d'Ebault, Guillaume de Silvacane, Élias de Barjol, Bertrand et Fouquet de Marseille. Voilà l'ouvrage. La couverture, quant à elle, a été fabriquée à partir de plusieurs folios de manuscrits du XIVe siècle. Entre les colonnes des textes, dans les marges, Hubert Gallo continue de parler de lui indirectement, avec la même pudeur, à l'aide de citations latines qui évoquent son infortune et son malheur. Je vous en montre un exemple. Ici, on lit, et vous voyez que la main qui est passée sur cette couverture de ce livre qu'il devait probablement beaucoup avoir en main lors de ses voyages, a effacé de l'encre, mais on lit encore « Disiectus meus murus est », mot à mot, littéralement « mon mur a été détruit ». Et l'on comprend ce qui me protège a été détruit. Mes défenses ont été abattues. La citation dit à mi-mot la fragilité et l'affaiblissement du moi d'Hubert Gallo, la souffrance et le délabrement moraux. Malgré le destin contraire, de nombreuses autres citations témoignent de la force de résistance et de résilience d'Hubert et rappellent que la patience et le temps seront favorables. Dabit deus quoque finem. Dieu finira bien par mettre un terme à tout cela. Post nubila febus, après la pluie, le beau temps. Le mois d'Hubert semble donc s'être fissuré, et les 14 années de souffrance et d'exil qu'il a subies ont abîmé sa confiance et sa foi envers le souverain et sa justice. Certes, après la fin de sa relégation en 1672, il adresse au roi une requête dans laquelle il observe tous les codes rhétoriques de la supplique au souverain, témoignant de son humilité et de sa loyauté. Il dit dans cette requête à quel point il désire revenir en Provence et regagner l'amour de son souverain. C'est le passage en jaune, quelque désir qu'il ait, il parle de lui ici à la troisième personne, de retourner dans son pays, d'être rétabli dans sa charge et d'aller jouir dans sa famille d'un repos qu'on lui a ravi par une absence de 14 années. Il ne pense toutefois à sa justification que pour faire connaître à son roi qu'il a toujours été un sujet très soumis et très fidèle. De façon surprenante, toutefois on l'a vu, les livres d'Hubert ne racontent pas la même histoire exactement et proposent un point de vue différent et décentré du lien du sujet à son souverain, je le disais, un lien abîmé et dégradé. De façon surprenante, après que le roi l'a rappelé de sa relégation rémoise et l'a élargie, Hubert ne retourne pas en Provence. Avec son frère Pierre, il va rester à Paris et travailler à une édition critique et bilingue de la poésie des troubadours à partir d'un manuscrit de la bibliothèque du roi, le chansonnier 854. Voici cette édition critique restée inédite et également inachevée. Quand Hubert meurt en 1679, en effet, toutes les traductions en français des poèmes des troubadours n'ont pas été effectuées. Mais ce manuscrit va susciter la curiosité des milieux galants parisiens. Alors, voilà la copie par Hubert du manuscrit 858. Je vais venir à cette image dans un instant. Alors, ce manuscrit va susciter la curiosité des milieux galants parisiens. Il va voyager en diligence entre Aix et Paris. Aix, où Pierre est rentré, entre 1702 et 1706. Le manuscrit circule dans les milieux galants parisiens et on voudra d'ailleurs même le publier. Je n'ai pas mis la citation, mais ce n'est pas grave. Une des raisons de cet engouement tient à un discours que Pierre Gallo a publié en 1701. Dans ce discours, Pierre Gallo il fait l'éloge du parlementarisme et critique la justice de droit divin.
Il y explique que le parlementarisme français serait né en Provence, des joutes poétiques auxquelles participaient troubadours et troubérites, hommes et femmes. Ce faisant, il transforme les cours d'amour, légende venue de Jean de Notre-Dame entre autres, en parlements d'amour ou tribunaux d'amour. Alors, j'ai perdu ça. Dans ce tribunal, qui est illustré par cette gravure, dans ce tribunal, tous les offices judiciaires sont assurés à parts égales par des hommes et des femmes, présidents, greffières, avocats. Les gens d'amour, comme ils disent, que nous nommerions aujourd'hui le parquet, est constitué de figures célèbres, Guillaume Durand, Azalaïs de Porquerolles, très savante en poésie. Et de façon assez anecdotique, elle occupe la charge d'avocate générale. Dans son discours, Pierre Gallo décrit le fonctionnement de cette institution poético-judiciaire de façon très détaillée. Et dans le même chapitre, dans la continuité, Pierre Gallo critique la loi salique qui exclut les femmes de la souveraineté politique en France, et il met en avant le système provençal qui permettait à des femmes de régner. Les cours d'amour médiévales nées en Provence sont pour lui une expression les cours d'amour médiévales sont une expression particulière de ce régime de genre où femmes et hommes sont en dialogue permanent, poétique et judiciaire, sans domination d'un sexe sur l'autre. Ainsi, ce parlement d'amour établit la possibilité d'une harmonie du corps social et d'une justice au moyen d'une égalité civile et juridique entre les sexes. Il est aussi un contre-espace utopique qui s'oppose au système de domination français que représente la cour de Versailles. L'amour vertical du roi qui privilégie la cour à la province étant vécu par les Gallo comme un amour faux, inique et arbitraire. Ce qui est remarquable, c'est que dans les années 1700-1710, l'ailleurs provençal finit par gagner les esprits parisiens et entrer dans la culture des cercles modernes et galants. Et comme je vois que le temps a filé, je vais à ma conclusion. J'ai mis fin à mon diaporama, il ne fallait pas. Alors. L'autre flèche. Oui, mais non. Attendez. J'espère que ce n'est pas mon ordinateur. Non. Voilà, ça revient. Voilà. Je vous prie de m'excuser pour cette erreur de manipulation. Ça n'a rien à voir. Non. Bon, bah, tant pis. Non, c'est pas possible. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Il rame un petit peu, mais oui, je sais. C'est pas grave si c'est pas en plein écran. Vous voyez un petit peu là? Oui. D'accord. Alors, 2 points pour ma conclusion. L'infortune d'Hubert Gallo a, je pense, subi dans le temps un processus d'invisibilisation, probablement en raison de la gravité des faits qui lui ont été injustement reprochés, à moins que ce ne soit un effet de sa réhabilitation incomplète. Et à ce stade, je dois dire, je ne saurais pas très bien trancher. En tout cas, le supplément de Moreri que je citais en introduction élimine de sa notice biographique toute trace des événements dont je vous ai parlé et de ses voyages. En revanche, je vous ai parlé du supplément de Moreri, mais pas de la version première de Moreri, celle de 1681, qui disait notamment cela: quelque contraire que lui était la fortune, adversante fortuna, on a une traduction littérale ici, il savait donc ce qui s'était passé, il a paru ferme dans son devoir, n'ayant jamais regardé que ce qu'il devait à son roi et à sa patrie, et ce qu'il devait à soi-même. Donc on a là un implicite qui dit bien qu'en fait on savait ce qui s'était passé, et ensuite en 1727 ça disparaît complètement des notices prosopographiques. D'où l'importance d'étudier aussi les archives, les supports matériels, les objets, les material studies sont absolument indispensables pour les études viatiques, me semble-t-il. Deuxième et dernier point, si je me tourne et si je me pose la question de la postérité de Gallo, alors il y aurait bien des choses à dire, mais je vais me contenter de 2 micro-observations. Si je me tourne du côté du 19e siècle, les cours d'amour ont donné, vous le savez, ont donné lieu à 2 débats dans les années 1810-1820 et l'autre dans les années 1880 entre savants, entre Renoir et Friedrich Dietz, puis ensuite entre Gaston Paris, Pio Rajna et Vincenzo Crescini. Ces querelles ont trouvé leur source précisément dans la reviviscence des cours d'amour via le Parlement d'amour de Gallo. Et je vous montre cette dernière citation, on va quand même
y arriver. C'est Jules Michelet qui a parachevé ce processus de décentrement et d'acculturation des troubadours provençaux par l'issue du pouvoir parisien, processus que Michelet va couronner de son autorité, puisqu'il écrit dans son Histoire de France « Les femmes, juges naturelles des combats de poésie et des cours d'amour, siègent aussi comme juges », c'est Gallo. C'est Gallo qui invente ça et c'est repris par Michelet. À l'égard de leur mari dans les affaires sérieuses. Il fait tout de suite le lien avec les questions sociétales. Le roi de France reconnaît expressément ce droit, et ça y est, ils ont réussi leur coup. Le centre a intégré l'ailleurs provençal, et vous voyez qu'ici, avec cet exemple de Michelet, les Gallo ont puissamment troublé et alimenté les débats critiques sur les cours d'amour, et ont réussi à placer la Provence au centre des débats sur l'origine de ce qui est en réalité la galanterie française. Je vous remercie.